Après les vêtements qui nous habillent, passons aux emballages qui habillent nos aliments. On a beaucoup parlé des pesticides dans nos légumes ou dans nos salades, mais les emballages, c'est pire. Ils libèrent toute une série de substances toxiques qui se retrouvent directement dans notre assiette. Les plastiques ou l'emballage qui tue, c'est notre enquête numéro 2. Dans les supermarchés d'aujourd'hui, tout est bien conditionné dans des emballages hygiéniques, pratiques et joliment colorés. On peut quasiment acheter les mêmes produits partout dans le monde, qu'on soit à Shanghai, à Berlin ou à Paris. Tout doit être facile à transporter et se conserver aussi longtemps que possible. Ça facilite la vie aux commerçants comme aux consommateurs. Mais voilà, les chimistes de l'alimentation tirent à présent la sonnette d'alarme. En effet, de dangereux poisons se cachent souvent dans les emballages. Des poisons qui peuvent s'introduire dans notre nourriture et dont seul un petit nombre nous est connu. Je pense qu'il existe environ 100 000 substances dans ces emballages divers et variés qui migrent dans notre nourriture, en quantité peut-être suffisante pour être toxiques. Les emballages peuvent-ils donc nous nuire ? Stéphanie Bloch va environ 3 fois par semaine au supermarché, comme la plupart des Européens. Elle travaille et a 2 enfants en bas âge. Ici, elle trouve tout ce dont elle a besoin. C'est commode et ça gagne du temps. D'ailleurs, elle n'hésite pas, entre autres, à faire le plein de denrées longue conservation. Mais ce que Stéphanie ne sait pas, c'est que les emballages de ces produits sont dangereux. Car de nombreuses substances toxiques se cachent dans ces pots en verre d'aspect si hygiénique, ces emballages carton ou plastique tout en couleur. Et ces substances peuvent migrer dans notre nourriture. Peu d'entre elles sont connues aujourd'hui, et on ignore encore quelles conséquences elles peuvent avoir sur notre santé. Marieke Colossa, toxicologue à l'Office fédéral de l'environnement, est une spécialiste de ces poisons dits migrants. Elle s'intéresse spécifiquement aux phtalates, utilisés par l'industrie plastique pour fabriquer des emballages souples et durables. Ces plastifiants ont de quoi nous inquiéter, car lors d'une enquête réalisée sur 2000 enfants, l'Office fédéral de l'environnement a découvert que ces substances qui infestent les emballages se retrouvaient dans l'organisme des enfants examinés. Pour comprendre d'où viennent ces phtalates, un certain nombre de denrées alimentaires a été analysé. Nous avons décelé des taux importants de phtalates dans ce genre de sauce au pistou ou asiatique, qui sont très grasses. Dans les petits pains aussi, que l'on mange avec des pâtes à tartiner à la noisette, comme celle-ci par exemple. On en a aussi trouvé dans les bonbons, comme les nounours ou les bouteilles de Coca-Cola. Et également dans le lait, y compris le lait bio. Et nous sommes d'avis que ces phtalates ont migré à chaque fois de l'emballage dans le produit. Quel effet ont ces phtalates sur notre organisme ? Les phtalates agissent comme des hormones et provoquent donc avant tout des dérèglements hormonaux. Pour en savoir plus sur ces dérèglements hormonaux, il faut aller à Copenhague. En effet, depuis plus de 20 ans, les chercheurs de la clinique universitaire y étudient l'effet des plastifiants sur notre santé. Le docteur Jørgensen, qui est andrologue, a constaté que les phtalates agissaient comme un leurre hormonal. Ils miment l'effet des hormones sexuelles femelles et modifient ainsi de façon significative l'équilibre hormonal masculin. Constatant qu'un nombre grandissant de patients venaient se faire examiner pour stérilité, les chercheurs ont commencé à étudier le rapport entre les phtalates et cette augmentation de la stérilité masculine. Ils ont examiné plus de 10 000 échantillons de spermatozoïdes et ont fait une découverte bouleversante.
Presque la moitié de ces hommes produisent trop peu de spermatozoïdes ou des spermatozoïdes trop lents pour pouvoir procréer de façon naturelle. Et le nombre d'hommes stériles augmente en permanence en Europe. Voici une image type. Des spermatozoïdes qui nagent en cercle et n'atteignent jamais leur but. Ces poisons nous nuisent donc avant même la naissance. Certains de ces phtalates et autres substances sont ingérés par les femmes enceintes. Une fois dans leur organisme, ils atteignent le fœtus et entravent le développement des testicules. De ce fait, à cause de l'amoindrissement du nombre de cellules produites à ce stade précoce, on observe des atrophies testiculaires qui seront responsables plus tard d'une production de spermatozoïdes réduite. Les phtalates sont particulièrement dangereux pour les femmes en âge de procréer et les enfants. Stéphanie fait attention à ce qu'elle achète. Elle souhaite nourrir ses fils sainement et redoute les poisons que peuvent contenir certains aliments. Les sucreries, elle ne leur en achète qu'à titre exceptionnel. Mais quelles substances peuvent bien se cacher dans les emballages? Ça, ce n'est écrit nulle part. Sur un pack comme ça, basique, information trier vos emballages, c'est participer activement à la préservation de l'environnement. C'est tout ce qu'on trouve là-dessus, d'accord? Les enfants adorent le Nutella. Hélas, l'Office fédéral de l'environnement a trouvé dans les tartines de Nutella une forte concentration de DEHP, le phtalate le plus dangereux de tous. Plein de vitamines, ça, tu sais. L'entreprise Ferrero qui produit cette pâte à tartiner a elle-même conduit des analyses et constaté la présence du plastifiant dans la pâte à tartiner elle-même, mais en quantité inoffensive à l'en croire. Selon Ferrero, il faudrait manger énormément de tartines de Nutella pour s'intoxiquer réellement. Toutefois, les spécialistes sont formels. Le DEHP peut rendre stérile. C'est pour cette raison qu'on en a interdit l'usage dans l'industrie des jouets. Mais pourquoi, au-delà des jouets, cette substance n'est-elle pas bannie de tous les emballages à ce jour? Mystère. Une autre enquête réalisée par l'Office fédéral de l'environnement a pourtant donné des résultats alarmants. 600 enfants ont été examinés et on a décelé des traces de DEHP dans le corps de chacun d'entre eux. Il faut absolument les interdire, car chez tous les enfants examinés en Allemagne, on a décelé des traces de 5 phtalates importants. Autrement dit, ces phtalates sont omniprésents dans le corps des enfants. Et chez au moins 20% d'entre eux, certains de ces phtalates sont présents en quantité critique, c'est-à-dire toxiques. D'autant plus que si l'on considère que les effets des différents phtalates peuvent s'additionner, il se pourrait bien qu'en réalité, non loin de 80% des enfants absorbent plus de phtalates que nous n'estimons raisonnable. Nous avons donc tous de dangereux phtalates dans le corps. Malgré tout, le Parlement européen a du mal à faire interdire l'utilisation de ces substances. C'est pourquoi, comme les politiques ne sont généralement pas experts en chimie ni en toxicologie, une administration spéciale a été créée pour réguler l'utilisation de ces substances douteuses. Cette administration spéciale, c'est l'ECHA, l'Agence européenne des produits chimiques. Elle est chargée de gérer les procédures d'autorisation et de restriction relatives aux substances chimiques. On parle de la réglementation ou des listes REACH, qui répertorient les substances particulièrement douteuses, telles que le DEHP. L'utilisation de ce dangereux phtalate doit être entièrement abandonnée d'ici octobre 2012. Entre-temps, il continue hélas à empoisonner nos emballages. Certes, on demande à l'industrie chimique de développer au plus vite de nouvelles substances sans risque, mais jusque-là, sans résultat satisfaisant. La Commission européenne de l'environnement s'inquiète. Cette année, parmi toutes les entorses faites à la législation européenne en matière d'environnement, nous allons affronter plus particulièrement les manquements à la réglementation sur les substances chimiques. Nous regrettons d'en répertorier encore autant. Il faut vraiment faire quelque chose. Les entreprises sont désormais tenues de faire analyser à leurs frais toutes les nouvelles substances qu'elles produisent.
Ce n'est qu'à cette condition qu'elles pourront les commercialiser sur le marché européen. Un processus long et coûteux, qui explique qu'on n'ait enregistré que peu de demandes d'autorisation à ce jour. On ne reçoit que peu de demandes d'autorisation. Il faut veiller au bon fonctionnement du REACH, mais tout prend du temps à l'échelle européenne. C'est indéniable. Avec 27 États, un Parlement européen, une Commission européenne, c'est compliqué. Ça peut être bureaucratique, voire technocratique. C'est très compliqué, car il y a une multitude d'administrations et de législations nationales à prendre en compte, et aussi différentes cultures, sans oublier les lobbies industriels. BASF est le leader mondial de l'industrie chimique. Voilà déjà des années qu'il a cessé de produire du DEHP en Europe, la demande européenne étant de plus en plus réduite. En revanche, l'entreprise continue à produire et à distribuer ce dangereux phtalate en Asie, car le DEHP est le plastifiant le plus utilisé sur le marché asiatique. Or, de nombreux emballages viennent aujourd'hui de Chine et introduisent avec eux le fameux plastifiant en Europe. Il n'y a pas que les multinationales qui le produisent, mais aussi des entreprises chinoises et en grande quantité. C'est le cas de Hangzhou Nature Organic Chemicals, dont c'est le produit principal. Ce qui semble si propre à la vue peut pourtant nuire gravement à notre santé. D'ailleurs, cette substance comporte de si grands risques que même en Chine, il est interdit de l'utiliser dans l'industrie alimentaire et fourragère. Il n'en reste pas moins que si Hangzhou Nature Organic Chemicals vend 90% de sa production à des entreprises chinoises, celles-ci exportent ensuite leurs produits vers l'Europe. Cette usine de film plastique, par exemple. L'important, c'est que le film soit souple, transparent et hygiénique. Les plastifiants ne sont qu'un des multiples poisons migrants qui rôdent dans les supermarchés. Parmi eux, le bisphénol A ou BPA, qui infeste les emballages plastiques. S'il rend l'emballage plus résistant et empêche son contenu de s'oxyder, on le soupçonne d'avoir des conséquences néfastes à la fois sur le métabolisme, le système cardiovasculaire et le cerveau. Le BPA est particulièrement apte à contaminer nos aliments quand on les réchauffe au four à micro-ondes dans leur emballage. J'ai un grand garçon maintenant qui a 5 ans, qui a développé effectivement des allergies. Est-ce que le fait d'avoir mangé aussi bien des petits pots que des choses qui venaient d'emballage comme ça, oui, en plus, bien sûr. Comment agir, surtout qu'en plus, lui, c'était la période où il utilisait les biberons où il y avait à l'époque ce bisphénol, et puis on le mettait, j'hésite pas à le dire, que je le mettais au micro-ondes. La plupart du temps, le consommateur est prévenu trop tard du danger. Ce n'est qu'en mai 2010 que le BPA a été interdit dans la fabrication des biberons en France. C'était un peu tard pour le fils aîné de Stéphanie. Et le BPA ne contamine pas que la nourriture pour bébé ni les aliments en général. Tous les jours, enfants comme adultes, nous portons des objets en plastique à notre bouche. Mais en tant que consommateur, que peut-on bien faire ? Oui, il y a des petites choses qui ont changé, effectivement, puisque maintenant, j'ai arrêté de chauffer au micro-ondes. C'est pour ça que je me retrouve avec le chauffe-biberon. Et puis, maintenant, je trouve des biberons sans bisphénol et des tétines sans bisphénol. Bon, alors, est-ce que c'est vraiment prouvé? Est-ce que c'est vraiment... En tout cas, je dirais qu'on suit la mode. C'est une question de mode, clairement. Le Danemark est le seul pays d'Europe à ce jour à avoir interdit le BPA dans tous les emballages de nourriture pour enfants.